Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants au Sénat, vous êtes sénateur de l'Allier et membre du parti Horizon, fondé par Édouard Philippe, ancien président de Médecins sans frontières. Avec une délégation de sénateurs, vous vous êtes rendu en Ukraine il y a quelques semaines. Vous y avez notamment rencontré le maire de Kiev, Vitali Klitschko. On démarre avec vous cette séquence sur la guerre en Ukraine parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs questions et notamment des questions autour de la façon dont Vladimir Poutine gère en quelque sorte ses difficultés. On ne va pas dire sa défaite, parce que ce serait peut-être trop optimiste et peut-être pas sérieux. Mais ses difficultés et comment nous, Français, on doit se positionner entre Joe Biden, Olaf Scholz, quelle position pour la France. Alors, l'information de la journée, c'est la Finlande et la Suède qui demandent une adhésion sans délai à l'OTAN, appuyée par les Français. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine peut réagir de façon particulièrement violente, ou en tout cas comment est-ce qu'il faut... Écoutez, depuis 2 mois, enfin depuis presque 3 maintenant, 77 jours, Poutine accumule les échecs, accumule les erreurs, accumule les discours complètement non seulement enflammés sur la menace nucléaire, etc., mais contradictoires. Le dernier discours qui devait être une acmé avec les célébrations du 9 mai a été absolument piteux, une démonstration qu'on attendait tous pour se refaire un peu la cerise, si je peux dire. Et donc je pense que je suis presque persuadé que cette défaite, parce que c'est déjà une défaite absolument incompréhensible pour lui, le déboussole. Et que plus il recule, parce qu'il recule, il recule sur le terrain, mais il recule également politiquement. Il est désormais totalement isolé et on ne va pas tarder à voir que la Chine n'a pas du tout envie que les choses continuent comme ça, dégénèrent, que le commerce mondial, surtout en termes de Covid, c'est pas très bon, que ça va être pareil pour l'Inde, pour l'Indonésie, pour des grands pays comme ça. Et par conséquent, et la deuxième réflexion que je fais, c'est qu'il faut bien un jour ou l'autre l'arrêter. Que pour la première fois, nous sommes en situation de pouvoir l'arrêter. Donc ça doit être notre objectif. Est-ce que ça doit être notre objectif? Est-ce que notre objectif doit être celui des Américains qui, à Ramstein, rassemblent 40 pays, et le secrétaire d'État américain dit en fait, notre objectif, c'est d'affaiblir Poutine pour qu'il ne recommence plus? C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui, à mon avis, va se passer. Nous avons eu, regardez la chronologie, nous avons eu l'Ossétie, nous avons eu l'Abkhazie, Géorgie en général, nous avons eu la Crimée, nous avons eu le Donbass, nous avons la Transnistrie et la Moldavie, c'est le prochain sur la liste de Poutine. Nous avons eu évidemment, le Donbass, bon, et à chaque fois, nous n'avons rien fait, ou quelques discours à l'ONU, et puis au revoir. Aujourd'hui, si nous n'arrêtons pas là, la prochaine fois c'est la Transnistrie, la fois d'après c'est le Kosovo avec la Serbie il continuera, etc., etc. Donc il y a deux options. Soit on décide de laisser faire, et ça va quand même un jour ou l'autre, c'est pas ce qu'on fait. On sera acculé. On livre des armes et on soutient. Et soit on décide. Est-ce qu'on va plus loin? Moi, je pense. Alors, je vois bien qu'il y a le good cop, bad cop, que Biden joue le bad cop, un peu va en guerre, et que les Européens, soit parce que c'est une répartition des rôles entre eux, soit parce que c'est une différence de sensibilité. Je crois que c'est plutôt une différence de sensibilité. Mais je pense qu'il y a un moment, et nous sommes dans un moment favorable, parce que les Ukrainiens, héroïquement, sont en train de défaire l'armée russe, et donc de décrédibiliser complètement Poutine et son armée. Je pense que le moment, c'est pas le moment de dire on va lui laisser une porte de sortie. La porte de sortie, bien sûr qu'un jour il faudra la laisser, mais pas tant qu'il ne sera pas encore plus décrédibilisé et défait qu'aujourd'hui. Voilà, Lionel Jospin, ce soir, disait il faut faire perdre Poutine. Enfin, il faut que Poutine perde. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit net. C'est bien la première fois que je suis d'accord avec ça. Oui, et c'est une position intéressante, c'est pour ça que je l'ai noté. Mais en tout cas, il a dit clairement, il y a un côté bataille de la barbarie, de la civilisation et contre la barbarie. Mais en même temps, on entend un Emmanuel Macron qui dit qu'il faut laisser une porte ouverte. Il faut, et bien entendu qu'un jour ou l'autre, il faudra laisser la porte ouverte. Mais
De ce point de vue-là, et si je suis d'accord avec Jospin, c'est aussi qu'il est d'accord avec Biden, les Américains ont compris avant nous, et même si Trump l'a fait d'une manière dramatique et complètement stratégiquement nulle, mais les Américains ont compris avant nous que les démocraties qui avaient gagné le combat contre les totalitarismes à la fin du XXe siècle risquent aujourd'hui de le reperdre avec un ennemi beaucoup plus puissant que celui d'avant, c'est la Chine aujourd'hui. La Chine, évidemment, alliée de la Russie. C'est un combat de civilisation, c'est un combat de valeurs. Et si nous ne défendons pas les nôtres et si nous ne mettons pas des lignes rouges, et on ne l'a pas fait en Syrie, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si Obama avait continué en Syrie, on n'en serait peut-être pas là. Donc un jour ou l'autre, il faut le faire. Or, je pense que nous sommes dans des conditions stratégiques et militaires qui nous donnent pour la première fois donc la Donc possibilité il faut aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui les Européens et les Français, nous. Est-ce qu'on doit aller encore plus loin ? Par exemple, sur l'adhésion à l'Europe, par exemple, sur des livraisons d'armes, par exemple, sur un voyage à Kiev d'Emmanuel Macron. Oui. Alors, j'allais dire, à la limite, c'est presque pas la peine. Les Américains font le job comme ils le font depuis le début. Oui. Qui a gagné la guerre froide ? C'est Reagan, le jour où il a décidé que Carter, ça suffisait, qu'on était assez humiliés et qu'on allait lancer l'initiative de défense stratégique. C'est ce qui a fait chuter le communisme. À chaque fois, comme en 14, comme en 39, comme sous Reagan, c'est les Américains qui l'ont. Et je sais bien qu'il y a un certain anti-américanisme en France qui fait qu'on les accusera toujours de choses diverses et là actuellement d'être en guerre. Mais je pense qu'ils ont pris la vraie mesure et la vraie mesure du danger et la vraie mesure de la possibilité de le contrer et du fait que c'est le bon moment. Alors que les Européens, évidemment, sont obligatoirement dans une situation différente. Ils sont sur le terrain, ils sont à portée de guerre. D'armes nucléaires. Bien entendu. Donc, que les Américains jouent la force et que les Américains jouent plus la diplomatie, je trouve ça normal. Que Emmanuel Macron réfléchisse à la façon dont l'Ukraine peut entrer dans l'Europe sans passer les 10 ou 20 ans nécessaires, surtout après cette guerre, ce sera une vraie catastrophe. Donc qu'on réfléchisse aux conditions de le faire. D'ailleurs, les Ukrainiens ne sont pas très chauds, ils préféraient adhérer directement et qu'on accepte directement. Donc je le comprends, mais bien entendu qu'il faut, en plus d'un signe militaire, de l'envoi d'armes, en plus des sanctions, donner un signal diplomatique européen aux Ukrainiens. Vous savez, si j'étais en Ukraine il y a quelques semaines, avec des parlementaires européens, c'était pour inaugurer à Kiev la maison de l'Europe. C'est-à-dire que dans cette guerre, alors qu'ils sont en guerre, que leurs soldats, ils ont convoyé, ils le font d'ailleurs tous les jours, ils ont convoyé des parlementaires européens pour venir à Kiev. On pourrait penser qu'ils ont autre chose à faire que s'occuper de faire une maison de l'Europe. Mais pour eux, c'est vital. Cette maison de l'Europe, ça voulait dire nous sommes européens. Et quand on est sur place, on s'aperçoit à quel point le chemin qu'ils ont parcouru depuis 2014, à quel point ils ne sont plus du tout dans l'orbite russe et qu'ils sont totalement européens. J'ai juste un mot parce que vous avez vu et vécu des nombreux champs de bataille, des nombreuses situations de détresse humanitaire, de difficultés. Comment vous avez vécu ce voyage en Ukraine ? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que comme j'ai passé 15 ans de ma vie sur des champs de bataille ou des terrains de famine, de catastrophes, c'est un peu comme les médecins, si vous voulez. Enfin, je suis médecin, qui s'habituent aux maladies. Donc, j'ai tendance à avoir aujourd'hui plus un regard clinique, c'est-à-dire d'analyser la situation, parce que pendant des années, ça a été mon rôle de ne pas céder à l'émotion. Mais néanmoins, enfin, quand on passe à Boutcha, quand on écoute les habitants de Borodianka, etc., quelle est la déduction de ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de crimes de guerre en Ukraine? C'est pas parce que les soldats russes n'ont pas le moral et qu'ils ont décidé de se venger, comme beaucoup de soldatesques dans cette... C'est pas parce que les commandants russes laissent faire, etc. C'est parce que, et c'est ça qui est fondamental, la tactique de guerre russe, et malgré tous les traités signés sur les droits de la guerre, etc., comme d'habitude, depuis le communisme, ils signent des traités, tout le monde s'en fout, ils ne les respectent jamais. Ils signent les traités sur le droit de la guerre, et on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, on l'a vu partout. Leur stratégie de guerre, c'est de massacrer, de violer, d'abattre, de faire Mariupol le plus possible, en sachant que c'est en terrorisant les civils
qu'on compensera les problèmes militaires entre armées. Donc c'est une vraie stratégie, c'est pas des accidents, et c'est pour ça que il y en a autant de crimes de guerre, parce que c'est pas les soldats qui sont eux en première ligne, mais et d'ailleurs la dernière chose dramatique, c'est que leur stratégie militaire, c'est aussi une boucherie pour leurs propres soldats. Ils n'ont aucun... regardez les pertes qu'ils subissent. Les troufions sont envoyés au front dans des conditions épouvantables. Ils ont le même irrespect de la vie humaine pour leurs soldats que pour les civils. C'est pour ça que c'est une guerre de valeurs et une guerre de système. Les systèmes totalitaires, qu'ils soient communistes auparavant, et Poutine est un ancien du KGB qui connaît ça par cœur, ou qu'il soit... On pourrait le classer aujourd'hui, si on devait le classer sur l'échiquier politique, avec l'Église orthodoxe, etc. Il est plutôt d'extrême droite aujourd'hui que... Mais c'est la même chose, c'est les systèmes totalitaires, mépris total de la vie humaine. Pour conclure, vous nous dites, la France et l'Europe doivent aller au bout de cette guerre, comme les Américains ? Je pense qu'ils doivent aller aussi loin que les Ukrainiens décideront de... C'est les Ukrainiens qui luttent pour leur pays. Il est envahi... Il doit être libre, il est envahi au mépris de toutes les règles internationales. C'est par conséquent à eux de décider, et bien entendu, il faut les aider. Et je dirais, ce n'est pas à nous de dire vous devez arrêter, vous devez négocier, comme on a commencé à le faire au début, quand on pensait qu'ils allaient s'effondrer, ou de leur dire vous devez aller plus loin jusqu'à récupérer la Crimée, etc. Ce qui d'ailleurs, du point de vue du droit, est bien entendu justifié. Mais moi, ce que je dirais, c'est aux Ukrainiens essentiellement de le dire, et c'est avec eux qu'il faut fixer ses objectifs. Merci beaucoup Claude Malhuret donc pour ce témoignage de retour d'Ukraine et de médecins et d'humanitaires bien sûr, et puis de politique évidemment. On va aller justement à Kharkiv où se trouve notre envoyé spécial Thomas Misraki avec Adrien Nacot.